Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau journal, Le Monde aujourd'hui, édition de ce lundi 28 février 2022. On commence tout de suite par les titres. L'Ukraine et la Russie face à face sur deux fronts, celui de la paix avec des discussions qui se tiennent au Bélarus et celui de la guerre avec la progression des troupes russes à la conquête de Kiev qui résistent, du moins pour le moment. Au Burkina Faso, la durée de la transition est encore au centre des débats. Des assises nationales se tiennent ce lundi. Elles proposeront une charte de transition devant préparer la voie des élections et au retour d'un pouvoir civil. De toutes les composantes de notre nation. L'environnement est également au menu de ce journal. Nous parlons de l'avenir des déchets plastiques qui se jouent au Kenya et du volcan Nyiragongo, toujours actif en RDC et qui inquiète les habitants de cette région. Une fois encore, bonsoir. Le président américain Joe Biden devrait s'adresser demain à la nation. Ce sera son tout premier discours sur l'état de l'Union. C'est un rituel pour tous les présidents américains. Selon ses collaborateurs, il devrait évoquer des questions bien sûr relatives à la vie nationale, mais aussi relatives à l'Ukraine où l'on tente de trouver une solution à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et cela se passe au Bélarus. Mais la progression de l'armée russe continue sur le terrain avec une résistance sur la prise de Kiev. Voyons tout cela avec Abdourahmane Dia. Des scènes de destruction et de désolation, comme ici à Okhytyrka, dans le nord-est ukrainien, où les bombardements russes ont fait 4 morts, tous des civils dimanche. Les forces ukrainiennes tentent de ralentir la progression des troupes russes dans plusieurs localités et des combats se déroulent toujours autour de Kiev, la capitale, même s'ils semblent de moindre intensité. Mais la deuxième ville du pays, Kharkiv, est soumise à un bombardement aérien russe, selon le gouverneur régional, qui dit craindre des dizaines de morts. Pendant ce temps, les Occidentaux accentuent leur pression sur la Russie, avec notamment des sanctions supplémentaires. Le département du Trésor américain a pris ce lundi une mesure inédite, l'interdiction avec effet immédiat de toute transaction avec la Banque centrale russe. Les Européens ont pris des mesures visant directement l'institution monétaire russe également. L'intégralité des avoirs de la Banque centrale russe ont été gelés cette nuit. Cela représente des sommes très significatives, en dizaines de milliards d'euros, qui entament largement les réserves de change de la Banque centrale russe et sa capacité à financer le commerce russe en devises. Les effets immédiats de cette décision sur la Banque centrale russe sont déjà visibles en Russie, sur le niveau du rouble, sur les taux d'intérêt et sur le marché financier russe. Face à ces sanctions qui ont fait chuter la monnaie russe, le rouble, le président Vladimir Poutine dénonce ce qu'il appelle l'empire du mensonge. Le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, lance un appel à l'Union européenne pour l'adoption rapide de son pays au sein de l'organisation. Nous appelons l'Union européenne à l'adhésion immédiate de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires d'être avec nous, mais notre objectif est d'être avec tous les Européens, eux surtout d'être égaux. Un appel qui risque de ne pas plaire à Moscou, mais déjà soutenu par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Sur le plan diplomatique, les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies se réunissent ce lundi en session extraordinaire d'urgence pour débattre du conflit en Ukraine, alors que les deux belligérants ont envoyé des délégations au Bélarus pour tenter de résoudre le conflit par le dialogue. Et bien sûr, cette situation en Ukraine affecte de nombreux Africains, de nombreux ressortissants africains qui tentent de fuir le pays et d'aller vers les pays frontaliers. C'est le cas de Haruna Zongo, président de la communauté burkinabé vivant en Ukraine, qui ont préféré donc prendre la direction de la Pologne, qui a mis en place une politique d'accueil favorable. Il explique au micro d'Arzuma Compaoré comment il a réussi à atteindre la ville de Cracovie en Pologne. La situation actuellement sur le terrain, c'est la tristesse,
la désolation, parce qu'on n'a plus les nouvelles les uns des autres. Chacun essaie de regagner les pays frontaliers de l'Ukraine, en l'occurrence la Hongrie, la Pologne et la Moldavie. C'est très difficile de trouver un moyen de déplacement pour pouvoir quitter Kiev, par exemple, rejoindre Lviv où il y a les frontières. Pour quitter la ville d'Lviv et arriver au niveau de la frontière, en temps normal, c'est moins d'1 heure de route. Et ça ne coûte même pas 400 grives, l'équivalent de $12. Mais avec la crise, pour pouvoir atteindre la frontière, il faut débourser $200, voire $250 pour pouvoir atteindre juste la frontière. Et là encore, vous descendez, vous devez marcher encore une vingtaine de kilomètres pour pouvoir arriver au niveau de la frontière. Les cartes bancaires ne fonctionnent plus, et il n'y a pas de liquidité dans les distributeurs de billets. On a passé à peu près 2 jours à la frontière avant de pouvoir passer. Des Congolais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigérians, on était vraiment beaucoup. Et y a-t-il d'autres difficultés que vous avez rencontrées durant la traversée elle-même? Il y a pas mal de nos compatriotes qui sont actuellement à la frontière, qui ne peuvent pas traverser parce que hier, par exemple, il y a eu un désordre au niveau de la frontière polonaise avec la communauté noire, parce qu'il y a une forme de discrimination où il faut prioriser les Ukrainiens à sortir, mais quant aux Africains, c'est très difficile et nous sommes négligés. À la limite, on ne dirait pas qu'il y a une forme de racisme là-bas, mais bon, c'est très difficile pour les étrangers. Et il faut dire qu'il y en a aussi qui, pour des raisons familiales, comme les familles étant grandes avec des enfants, qui refusent pour le moment de quitter, qui sont encore là-bas, qui refusent de quitter, qui veulent voir l'évolution de la situation et qui disent qu'ils ne peuvent pas prendre les enfants courir parce qu'il faut vraiment marcher sur une longue distance. Alors, vous avez réussi à traverser la frontière, vous vous retrouvez maintenant à Cracovie, en Pologne. Est-ce que vous avez des nouvelles des autorités burkinabées? Nous avons été contactés par l'ambassade de Burkina Faso à Moscou, ils nous ont envoyé une correspondance pour dire qu'ils sont en train de discuter avec Ouagadougou. Mais concrètement, on attend encore de voir un soutien de la part des autorités burkinabées. Allons justement au Burkina Faso où on parle politique en vue d'adopter une charte qui doit notamment fixer la durée de la transition avant des élections et un retour des civils au pouvoir. Des assises nationales se déroulent aujourd'hui. Les travaux impliquent la junte, les partis politiques, les syndicats, la société civile, les mouvements de jeunesse et des personnes déplacées par les attaques djihadistes qui frappent le Burkina Faso depuis 2015. Nous avons sur place notre correspondant, Lamine Traoré. Salle des conférences du quartier Ouaga 2000. Plusieurs centaines de personnes prennent part aux assises nationales. Ces assises se penchent sur l'adoption des textes régissant la transition. Ces assises rassemblent des représentants de toutes les composantes de notre nation, venus des 4 coins de notre pays. Ces assises seront l'occasion pour toutes les forces vives de la nation rassemblées ici de connaître et d'examiner en profondeur et sans complaisance les projets de textes et d'agenda de la transition. L'objectif est principalement d'apporter des amendements au projet de charte de la commission technique, de l'enrichir et de le valider. Sur la durée de la transition, les avis divergent. Nous, notre position était qu'on a une transition de 24 mois, mais comme le débat va se mener sur une base consensuelle, si ce que la majorité va vouloir prime sur la minorité, évidemment, on ne tiendra compte que de cela. 30 mois, ce n'est pas mal. 30 mois, ça fait 2 ans, 6 mois. D'autant plus que déjà, dans la dynamique antérieure, tout le monde était capé sur les élections de 2025. Ce qui veut dire qu'on était bien parti pour 3 ans encore, si le régime déchu était encore en place. Il apparaît clair que dans les 24 mois, on peut à la fois mettre fin au terrorisme
et engager les processus de retour à une vie constitutionnelle normale. Et il faut tenir compte de cela parce que la communauté internationale est devenue très regardante sur les conditions et la durée de la transition. Le président de la transition devrait être désigné à l'issue de ces assises, puis il sera investi mercredi. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. En Guinée, les envoyés de l'ONU et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont entamé ce lundi une visite à Conakry. La délégation comprend notamment le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi-Brou, et Mahamat Saleh Anadif, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Au programme de cette visite, une rencontre avec la junte qui a pris le pouvoir par un coup d'État il y a 5 mois avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Une rencontre avec les représentants de la société civile et des partis politiques était également prévue. La CEDEAO préconise la tenue d'élections en Guinée dans les 6 mois. L'ONU a entamé ce lundi une réunion qui doit déboucher sur l'ouverture des négociations sur un traité international qui pourrait être qualifié d'historique dans la lutte contre la pollution plastique. Les travaux se déroulent à Nairobi au Kenya et en ligne. La pollution plastique s'est développée au point de devenir elle aussi une véritable épidémie, affirme le président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, le Norvégien Espen Barth Eide. Espen Barth Eide, donc, une telle décision serait la principale avancée en matière d'environnement depuis l'accord de Paris sur le réchauffement climatique conclu en 2015. Je vous propose de suivre un extrait du président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement et un autre extrait de la directrice exécutive de l'Agence de l'ONU pour l'environnement. La pollution plastique est devenue une épidémie à part entière. Mes grands-parents n'ont pas grandi avec le plastique autour d'eux. Mes parents sont devenus adultes avant que le plastique ne devienne courant. Mais dans ma vie, il était partout, partout. Une énorme responsabilité pèse sur nos épaules à l'occasion de cette session de clôture de la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. La responsabilité d'apporter des solutions à la triple crise planétaire, la crise du changement climatique, la crise de la nature et de la perte de biodiversité et la crise de pollution et des déchets. Parlons d'un tout autre aspect de l'environnement en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'année, l'Observatoire volcanologique de Goma enregistre une intense activité du volcan Nyiragongo, toujours actif dans l'est du pays. Les scientifiques travaillent au quotidien pour analyser les données scientifiques. Les habitants, eux, continuent de s'inquiéter, comme le souligne Yacouba Ouedraogo dans cet élément. Jean Akozeye habite au village de Kisheke, à une dizaine de kilomètres de Goma. De chez lui, on peut voir le volcan Nyiragongo, ce volcan qui constitue une menace permanente pour cet agriculteur. Depuis son éruption en mai 2021, Jean ramasse tous les jours des cendres volcaniques qui parsèment son champ de pommes de terre. Les cendres du volcan Nyiragongo tombent régulièrement et mon petit champ est victime de la catastrophe. Regardez, ma plantation est détruite. Je ne sais pas si je vais récolter grand-chose. J'ai investi dans ce champ pour subvenir aux besoins de ma famille, mais à cause de l'éruption du volcan, je n'aurai rien. Et je n'ai reçu aucune aide. Champ ravagé, inquiétude d'une nouvelle éruption, il faut aussi vivre avec la cendre qui s'insinue partout, même dans les réservoirs pour l'eau potable. Et depuis le début de l'année, l'Observatoire volcanologique de Goma, l'OVG, observe une activité intense du volcan. Un lac de lave a même fait son apparition dans le cratère. Il y a déjà un lac permanent sur le volcan. Et nous allons vivre une situation où le lac de lave va continuer à accumuler la lave à l'intérieur jusqu'à atteindre le niveau critique. Pour le moment, le lac de lave est encore bas, mais le lac de lave est déjà présent dans le cratère central. Ça, c'est une information claire. Malgré l'activité du volcan, l'alerte reste au jaune. Les équipes de l'OVG en profitent pour installer d'autres sismomètres pour une observation plus fine du volcan.
Je suis en train de niveler les sismomètres. Donc les sismomètres, c'est ça les capteurs qui doivent enregistrer les tremblements de terre en question. Donc lorsqu'il y a vibration du sol, ça sera enregistré par les sismomètres ici présents, qui doit envoyer à partir de ces câbles les signaux ici à l'appareil qu'on appelle enregistreur ou digitiseur. Observer, mesurer, mais tout en restant vigilant, l'Observatoire le rappelle à la population. L'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai 2021 a fait 32 morts et détruit plusieurs centaines de maisons dans la ville de Goma. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de la Basketball Africa League et surtout du mois de l'histoire des Noirs ici et ailleurs. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangoya Mokili Lelo, c'est tous les jours de lundi à vendredi sur nos ondes et celles de nos stations partenaires dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Vous suivez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC. C'est un programme de VO Afrique. Parlons à présent de sport. La saison 2 de la Basketball Africa League débute le samedi 5 mars à Dakar au Sénégal. Le compte à rebours est lancé pour les 12 clubs qui prennent part à la compétition. Mais surtout, la formation haute de cette première phase, Dakar Université Club. Le club sénégalais est dans la dernière ligne droite de sa préparation. Entre confiance et détermination, l'équipe a de grandes ambitions pour cette deuxième édition dont elle accueille l'un des groupes de la phase préliminaire. Ce sera à Dakar Arena du 5 au 15 mars. De Dakar justement, suivant ce reportage de Wahani Johnson Sambou et Bachir Bodian. C'est une équipe au prestige légendaire, mais pour le Dakar Université Club, la balle reste l'un des challenges les plus excitants. Un moment historique que les champions du Sénégal ne comptent pas rater. Pour leur première participation, ils visent très haut. Puisque le Duc aussi représente le Sénégal, le basket sénégalais, nous voulons faire plus que la douane. Voilà, la douane, je crois qu'elle s'est arrêtée en quart de finale. Mais tout d'abord, puisqu'il y aura la première phase va se jouer au Sénégal, nous ferons tout pour se qualifier au premier tour, au second tour et aller au Final 8 au Rwanda. Mais plus que le Final 8, c'est la gloire continentale qui façonne le rêve des universitaires. Les joueurs ne se fixent aucune limite et se tuent à la tâche pour être prêts avant le tournoi. Travail intense, mental au top, ils comptent sur la solidarité d'équipe pour relever le défi. C'est notre première fois et on ne peut pas y aller avec un état d'esprit qui n'est pas positif premièrement. Et du coup, il faut utiliser le collectif pour pouvoir s'en sortir. Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont beaucoup plus expérimentées que nous. Et c'est grâce à notre collectif qu'on pourra atteindre l'objectif que nous prétendons pour se battre. Une mission qui s'annonce toutefois compliquée vu le calibre des autres clubs engagés dans cette balle. Ce qui n'entend pas pour autant l'enthousiasme du coach qui ne sous-estime pas non plus ses adversaires. Nous connaissons certaines équipes qui ont joué l'année passée, comme si je prends l'exemple de Monastir, Salé, LFAP. Mais il y a d'autres équipes quand même, qui sont l'équipe guinéenne et l'équipe rwandaise. Quand même, ce sont des novices, mais qui ont fait un très bon recrutement quand même. Parce que nous connaissons leurs équipes. Ce sont des équipes
sont de très bonnes équipes, mais nous, quand même, il faut y aller avec beaucoup d'enthousiasme. Mais le staff technique sait que l'enthousiasme seul ne suffira pas, encore moins le groupe sacré champion du Sénégal il y a quelques mois. Pour survivre dans ce tournoi, il faut impérativement des renforts. La base qu'on avait, certes, elle est bonne, mais il faut renforcer cette base-là pour faire une bonne participation au niveau de la balle. Si cette base que nous avons n'est pas renforcée, cette base seule-là, elle ne suffit pas. Il faut qu'on renforce. Connaissant le niveau de la balle, il faut que des joueurs chevronnés puissent venir nous épauler et pour qu'on puisse faire une bonne prestation. En attendant d'autres arrivées, l'équipe a déjà enregistré la signature de l'international ivoirien Abraham Sié. Avec d'autres internationaux sénégalais, ils seront les guides d'Onduc en quête d'étoiles dans la galaxie illuminée des champions d'Afrique. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar. Rendez-vous est donc pris pour le 5 mars 2022. Nous sommes au dernier jour du mois de février, un mois consacré au Black History Month, événement annuel qui honore autant pour moi les réalisations des Afro-Américains et les contributions qu'ils ont apportées à la fondation de la nation américaine. Le consulat américain de Casablanca n'a pas dérogé à cette règle et a associé d'autres communautés à la célébration avec une touche particulière. Voyons cela dans ce reportage d'Emmanuel Moadi Dibaye qui nous en dit plus. Lawrence Randolph, consul général des États-Unis à Casablanca, était là avant le début de la célébration. Entouré de quelques membres du personnel du consulat et d'autres collaborateurs, il a tenu à souhaiter personnellement la bienvenue à certains invités et n'a pas manqué de situer le contexte du Black History Month. Je pense que ce qui est spécial dans cette célébration, c'est l'histoire de l'événement qui a débuté avec Carter G. Woodson en 1926 et qui s'appelait Negro History Week. En 1976, le nom a changé pour devenir Black History Month. Alors, ce sont des traditions anciennes qui nous permettent d'avoir une vision sur la contribution spécifique des Afro-Américains dans la construction de notre nation, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un échange avec les Afro-Américains de différents milieux et classes sociales. L'empreinte de l'édition 2022 est spéciale car elle est assurée par la chorale de l'association Tremplin Gospel de Casablanca, ce qui n'est que logique selon Cyril Loua, président de la dite association. C'est quelque chose d'important parce que c'est vrai qu'on peut croire qu'on est loin de l'histoire des Américains, mais en réalité, comme l'introduction l'a dit, le premier Américain qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ce que l'Amérique est aujourd'hui, le premier Américain noir, c'était quelqu'un qui venait de Bénin, du Togo et autres, on est tous concernés. Et l'histoire de ce peuple qui a résisté pendant les années, qui s'est amélioré, qui s'est battu, est une leçon pour toute l'humanité. Donc que les Américains acceptent que Tremplin Gospel vienne parler de ce message dans le Black History Month, c'est quelque chose d'important pour nous. Cette célébration a tourné autour de 3 thèmes que sont la foi, l'amour et l'espérance, exprimés par les Afro-Américains pendant l'esclavage et qui sont toujours d'actualité. Les invités, aussi bien que les organisateurs associés à cet événement, sont satisfaits. C'est toujours bien de faire une nouvelle création, un nouveau concept pour ce genre d'événement. Bien sûr que c'est un événement qui est très important et on est toujours fiers bien sûr de collaborer et de faire partie de cette aventure et la réussite de cet événement. L'une des raisons pour lesquelles la chorale Tremplin Gospel a été associée à cette célébration, c'est aussi le fait que l'on ne peut parler des Afro-Américains sans parler de leur apport dans l'évolution de cette musique et de leur influence qui demeure aujourd'hui incontestable. Emmanuel Moadi-Dibaye pour VOA Afrique, Casablanca. Merci Emmanuel. Et dans le même registre, mais ici aux États-Unis, pour conclure ce mois de la célébration de l'histoire des Noirs, une exposition a eu lieu à Harlem sous les auspices du Musée de la nourriture et de la boisson. L'exposition Dresser la table de la nation révèle les expériences d'innovateurs, de cuisiniers, de musologues et d'entrepreneurs noirs et souligne le rôle prépondérant que joue la cuisine afro-américaine dans la cuisine américaine en général. Suivez cela dans ce reportage de Ginny Kapumbu Villa.
C'est au centre de Harlem, dans la salle Aliko Dangote de l'African Center à New York, que le musée de la nourriture et de la boisson a présenté « Dresser la table de la nation ». L'événement célèbre les innombrables contributions des chefs, agriculteurs et producteurs d'aliments et de boissons noires qui sont à la base de la culture alimentaire américaine. Le mouvement d'Africains réduits en esclavage au-delà de l'Atlantique, ainsi que de celui de plus de 6 millions de Noirs américains du Sud vers le Nord pendant la Grande Migration, y ont apporté leur tradition culinaire à travers le temps. Dans cette exposition, les visiteurs sont transportés à travers 4 siècles d'influence du peuple noir, notamment dans le domaine agricole. C'est une histoire vraiment intéressante de la nourriture et son lien avec les communautés de la diaspora noire et vraiment africaine ici aux États-Unis et à New York. Vous voyez comment les choses que nous prenons pour acquises dans la vie de tous les jours, comme la cuisine, ont été en quelque sorte adaptées et innovées, ce qui correspond à la culture et à l'innovation. On y découvre quelques-unes des incroyables histoires d'Afro-Américains qui ont façonné l'identité culinaire des États-Unis, tels que l'inventeur de la cuillère à glace ou du presse-agrumes. L'événement rend hommage au grand magazine noir Ebony et présente sa cuisine d'essai. C'est dans cette cuisine à la pointe de la technologie des années 1970 où les recettes des éditeurs cuisine, du gombo aux huîtres, au pudding à la patate douce, se sont réunies pour la colonne emblématique « Un rendez-vous avec un plat ». Cela constitue une grande fierté pour le PDG de l'African Center. Il s'agit de l'influence et de l'importance de la diaspora et de l'influence et de l'importance de la connexion entre le continent africain et les États-Unis d'Amérique et comment cela se manifeste vraiment à travers nos traditions alimentaires. Toutes ces choses sont vraiment puissantes à découvrir, elles sont vraiment incroyables à voir et ça me remplit d'un sentiment de fierté et d'accomplissement. Je veux dire, tu sais, peut-être que je n'ai pas inventé de cuillère à glace ou quelque chose comme ça, mais savoir que des gens comme moi étaient impliqués là-dedans, savoir que des gens comme moi ont eu un impact si profond sur la façon dont nous mangeons et comment nous nous rassemblons autour de la nourriture. La tournée se termine par une dégustation déjeuner boîte à chaussures fournie par les meilleurs chefs. Des plantations à la Maison Blanche, en passant par les somptueux restaurants, les Afro-Américains ont toujours figuré parmi les meilleurs chefs du pays. Tant dans la cuisine familiale que dans la gastronomie professionnelle, ils ont contribué à définir et à raffiner la table de la nation. Et voilà qui donne envie de manger. Laissons la table, allons au Brésil où les Brésiliens fêtent le carnaval de Rio malgré l'interdiction officielle des fêtes de rue. Des milliers de fêtards participent à des fêtes de carnaval non officielles appelées blogos dans les rues de Rio de Janeiro, bien que la mairie de Rio ait interdit ces événements en raison d'une nouvelle vague du variant Omicron du Covid-19. Dans un monde sans Covid-19, les rues de Rio seraient remplies de touristes pour une semaine de fêtes jour et nuit. En 2020, la ville merveilleuse avait reçu pas moins de 2,1 millions de visiteurs à la même époque. La semaine du carnaval de Rio ne sera pas pour autant totalement dépourvue de festivités. Les concerts et les fêtes privées auront lieu avec une capacité de 70% et des certificats de vaccination obligatoires. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique et de nos chaînes partenaires.